Salut à tous et bienvenue dans Maths à propos, épisode 25. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un sujet qui n'est que rarement abordé par les youtubeurs et blogueurs whisky, c'est le bio. Qu'est-ce qu'un whisky bio? Dans quelle mesure est-ce que ça a du sens de produire un whisky bio? Quel est l'impact pour l'environnement? Est-ce que cela a un véritable impact pour l'environnement? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc ce sera sans doute pas une analyse exhaustive parce que ça prendrait énormément de temps. Et en plus, comme vous le verrez, toutes les questions n'auront peut-être pas de réponse. Je vais vous donner mon avis sur ce sujet qui reste assez complexe. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va définir ce que c'est exactement qu'un whisky bio. Et plus globalement d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un produit bio? Selon le label, selon la norme européenne, parce que c'est un règlement européen qui date du 28 juin 2007 qui définit tout ça, un produit bio doit être composé à 95% de matières premières, d'ingrédients de base issus de l'agriculture biologique et 5% des ingrédients qui peuvent être issus de l'agriculture classique. Par contre, ce qui est interdit pour 100% des produits de base, c'est les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Donc ça, c'est pour le label européen. Après, il existe des multitudes de labels bio plus contraignants que le label européen, qui avait été défini évidemment en concertation avec les industriels, et notamment les labels Fairtrade ou Demeter et toutes sortes d'autres labels. Est-ce qu'un whisky bio est meilleur pour la santé qu'un whisky pas bio, qu'un whisky normal? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, tout simplement parce que pour le moment, il n'y a aucune étude scientifique convaincante qui a été faite à une assez large échelle qui prouve que les pesticides et tous les autres intrants chimiques potentiellement utilisés pour cultiver l'orge passent la barrière du processus de distillation. Est-ce que ces molécules chimiques sont assez légères pour passer l'étape de la distillation? Ça, on ne le sait pas. Après, est-ce qu'un whisky bio est meilleur au goût, est un meilleur produit pour le consommateur qu'un whisky non bio? Ça, chacun se fera son idée là-dessus. La principale question qui est posée par le whisky bio, est-ce que produire un whisky bio a un réel impact sur l'environnement? Ça, je pense que c'est la question centrale, la question sur laquelle il faut véritablement s'interroger en tant que consommateur. Sur ce sujet-là, il y a de véritables enjeux et ils sont très important. La préservation de l'environnement et notamment de la faune et de la flore, la préservation des ressources évidemment, tous ces éléments sont manifestement ce qui aiguille le plus les distilleries et notamment les nouvelles distilleries dans leur démarche éco-responsable, dans leur démarche vers la production de whisky bio. Mais qu'est-ce qu'il se passe au niveau notamment de la Scotch Whisky Association? Deux objectifs principaux. Le premier, c'est zéro émission de CO2 d'ici à 2040. Zéro émission de carbone d'ici à 2040, ça veut dire que la Scotch Whisky Association entend faire compenser aux distilleries, à tous les acteurs de la production de whisky, elle entend faire compenser la production de carbone, notamment en replantant des arbres, en utilisant les technologies de stockage du CO2, etc., etc. Le deuxième objectif, c'est la préservation de la ressource en eau. Il faut énormément d'eau pour produire du whisky. La Scotch Whisky Association estime qu'il faut 6 à 10 litres d'eau pour produire une seule bouteille de whisky. Quand on multiplie ça à l'échelle des plus grosses productions des distilleries de whisky en Écosse, plusieurs millions de bouteilles de whisky par an, on se rend compte tout de suite à quel point cet enjeu est important. Ce cadre fixé par la Scotch Whisky Association, il n'est pas véritablement contraignant, il est assez permissif. Et la mise en œuvre de toute cette stratégie environnementale et éco-responsable repose en fait plus sur les initiatives individuelles des distilleries que sur une éventuelle contrainte qui viendrait du top, du haut. On ne compte plus les distilleries qui se sont engagées dans un processus de production raisonné, dans un processus de production de whisky bio. Je pense notamment à Benriach, à Benromach, à Arnamurhan parmi les nouvelles distilleries, mais aussi à Macnin ou encore Bruichladdich bien sûr, et en Irlande, Waterford. Ces initiatives, ces exemples doivent permettre à l'ensemble de l'industrie d'être plus vertueuse et il y a encore énormément de marge et encore énormément de leviers sur lesquels elles peuvent travailler. Le premier levier, c'est les variétés d'orge cultivées. Aujourd'hui, il n'y a qu'une poignée de variétés d'orge qui représentent l'essentiel de la production et qui sont sélectionnées uniquement pour leur rendement. Plusieurs distilleries, et notamment le plus bel exemple, c'est Waterford,
ont décidé de changer cela et de remettre au goût du jour des variétés d'orge qui avaient été oubliées, qui avaient été mises de côté car leur rendement est moindre. Ce sont des variétés d'orge plus rustiques, des variétés d'orge patrimoniales, voilà, qui s'adaptent en plus bien mieux aux conditions, à l'écosystème local. Si les distilleries choisissent de faire pousser l'orge dans un périmètre beaucoup plus restreint et de ne pas l'importer de l'étranger, ces variétés d'orge seront plus adaptées au sol, à l'écosystème et à tout ce qui va les environner, notamment les autres variétés de végétaux. On revient à des techniques ancestrales de culture qui divergent complètement de l'agriculture intensive telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et cela permet en plus de produire des whiskies au profil aromatique bien distinct. Je vous invite notamment à goûter l'un ou l'autre des single farms produits par Waterford pour vous faire une idée. Un autre levier est celui de la diminution des quantités d'énergie nécessaires à la production du whisky, et notamment de chauffage pour sécher l'orge lors de la distillation, évidemment pour chauffer l'alambic, et il faut également de l'énergie lors de la fermentation pour activer le processus de fermentation. Les distilleries mettent de plus en plus d'efforts afin que cette énergie soit renouvelable, soit durable, et qu'on délaisse de plus en plus les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz. Troisième levier, on pourrait penser que c'est un peu plus périphérique, mais ça ne l'est pas du tout, c'est la préservation de la ressource en bois. Avec l'explosion du marché, il y a une demande de plus en plus énorme de nouveaux fûts, de fûts de chêne notamment. Un chêne, ça demande des dizaines d'années évidemment pour arriver à maturité et pour être utilisé pour fabriquer des fûts. Il faut que les forêts soient gérées de manière durable et ce, partout dans le monde et notamment aux États-Unis où la ressource est déjà en extrême tension. Dernier levier et peut-être le plus important, j'en parlais déjà tout à l'heure, c'est la préservation de la ressource en eau. On va en arriver à un point où même en Écosse, la ressource en eau va se raréfier. Il y a des feux de plus en plus précoces dans les Highlands. En Écosse, on n'est même pas encore entré dans l'été que les feux ravagent déjà les forêts écossaises. C'est dire à quel point la sécheresse touche tous les pays, même ceux de l'hémisphère nord, même ceux dont on aurait cru qu'ils seraient encore épargnés pendant ces prochaines années. L'Écosse, les pays scandinaves, non, ces pays sont aussi touchés par la sécheresse, par les incendies précoces. Cela prouve qu'il faut préserver le plus possible la ressource en eau. Donc j'ai un exemple de whisky bio devant moi. C'est un des premiers à être sorti sur le marché, c'était en 2006, donc un des tout premiers whisky à être labellisé bio et également labellisé par une autre association avec des critères plus contraignants que le label bio européen, la UK Soil Association. Il s'agit du Benromach organique qui appartient désormais à la gamme Contrasts de Benromach. Ce whisky, il a notamment été vieilli dans des fûts de chêne vierge issus de forêts gérées de manière durable aux États-Unis. Évidemment, ce whisky respecte les contraintes du label bio européen. Il a donc été produit à partir d'orge bio, mais également de levure bio. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le caractère bio de ce whisky. On peut évidemment s'interroger sur la réalité d'une gestion durable des forêts de chêne aux États-Unis. Je reste un peu sceptique sur ce principal critère, notamment vu les volumes. Ce whisky, les éditions sortent désormais chaque année. Là, il s'agit de l'édition 2022 qui a été distillée en 2013, embouteillée en 2022. Donc évidemment, il a été non filtré et non coloré. Il a été embouteillé à 46 degrés d'alcool et donc ce sont des fûts de chêne vierge, donc neufs pour 100% du vieillissement. Donc ça devrait être un whisky assez doux, fruité, vanillé avec un profil aromatique type bourbon. Donc un nez fin, subtil. Sur la sucrosité, le fruit, il y a également une légère amertume, une légère fraîcheur qui se dégage de la vanille. Donc on sent vraiment beaucoup l'influence des fûts de chêne vierge, évidemment. C'est du bois neuf, donc ça a largement influencé ce nez. C'est un nez qui n'est pas complexe, certes, mais qui est très agréable, très engageant, notamment pour l'été. Slanger. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, la première fois que j'ai ouvert cette bouteille, j'ai été un peu déçu. J'avais entendu pas mal de belles choses sur ce whisky, mais sur des éditions précédentes. Donc là c'est la toute dernière. Bon, c'est une bouteille qui est de plus en plus chère, qui a quelques années tourné autour d'une 50aine d'euros maximum.
et qui désormais est plutôt autour de 60-70 euros. Je l'ai eu en super promotion à 43 euros, donc je me disais que c'était l'occasion ou jamais de l'essayer. Mais là, je dois avouer que sur cette 2e ou 3e dégustation, c'est plus du tout la même. C'est un whisky qui demande vraiment du temps pour s'ouvrir, pour se complexifier en bouche. Le nez reste assez timide. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très agréable pour l'été, mais qui n'est pas complexe. Bien moins complexe que la bouche. En bouche, on a plusieurs dimensions qu'on n'avait pas au nez. Une belle dimension épicée, on a une belle longueur en bouche qui tire sur le côté boisé, sur une légère amertume, donc sur les fûts de chêne vierge, sur l'influence des fûts de chêne vierge. Mais avant cela, on avait un côté épicé qu'on n'avait pas au nez et surtout un côté caramel qui apporte de la profondeur à ce whisky, voilà, qui se mêle à une légère amertume, à ce côté épicé, aux fruits qui étaient dominants dans le nez mais qui ne le sont plus en bouche. En plus, on a une belle puissance, aromatique parce qu'il est embouteillé à 46 degrés qui n'est pas filtré. Certes, je ne l'ai payé moins que 43 euros. C'est un super rapport qualité-prix du coup, 43 euros pour cette bouteille. À 60 euros, ça vaut toujours le coup. Par contre, c'est un whisky que je conseille pour l'été, que je ne conseillerais pas aux amateurs qui découvrent le whisky, parce que c'est un whisky avec lequel il faut prendre son temps. Il faut le laisser s'ouvrir déjà dans le verre, il ne faut pas le déguster tout de suite. Il gagne vraiment à être laissé dans le verre pendant de longues minutes. Donc c'est un whisky que je réserverai aux connaisseurs et aux connaisseurs qui veulent un whisky léger pour l'été par exemple, un whisky qui se prend très bien en apéritif. Alors évidemment, c'est très bien que le maximum de distilleries, que le plus grand nombre de distilleries en Écosse mais aussi dans le monde entier s'engage dans un processus de production de whisky durable, éco-responsable, biologique, pour limiter l'impact sur l'environnement, pour limiter l'impact sur l'utilisation des ressources, pour réduire la consommation énergétique nécessaire à la production de whisky. Mais ce qui va le plus jouer, c'est nous, consommateurs, notre comportement. Et pour le moment, on peut dire qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. La consommation de whisky explose, que ce soit pour boire le whisky réellement ou pour juste spéculer dessus. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que la production de whisky ne cesse de croître, que toutes les personnes dans le monde puissent avoir accès à une bouteille de Springbank 10 ans à 40 euros? Moi j'étais le premier à râler sur l'augmentation du prix de ma bouteille de Springbank 10 ans, qui est un de mes whiskies préférés. Il va falloir pouvoir se restreindre, se limiter. Acheter moins peut-être, acheter mieux, acheter plus cher, mais acheter mieux. La solution, elle viendra en partie évidemment de l'engagement des distilleries, des acteurs de l'industrie du whisky, mais elle viendra surtout de nous, consommateurs. C'est le message que je voulais vous faire passer dans cette conclusion, dans cette vidéo. Achetons moins, achetons mieux, achetons plus cher s'il le faut, mais pas parce qu'il y a des spéculateurs qui vont faire augmenter les prix, mais parce que les volumes n'augmenteront plus. Après ce message un peu pessimiste, on revient à la conclusion. J'espère que vous avez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du whisky bio. Dites-moi comment vous voyez le futur de l'industrie du whisky. Je reviens bientôt pour de nouvelles vidéos de Malte à propos. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.